Le comte de Monte Cristo, partie 5. Chapitre 13. Les 100 jours. Monsieur Noirtier était un bon prophète, et les choses marchèrent vite, comme il l'avait dit. Chacun connaît ce retour de l'île d'Elbe, retour étrange, miraculeux, qui, sans exemple dans le passé, restera probablement sans imitation dans l'avenir. Louis XVIII n'essaya que faiblement de parer ce coup si rude. Son peu de confiance dans les hommes lui ôtait sa confiance dans les événements. La royauté, ou plutôt la monarchie, à peine reconstituée par lui, trembla sur sa base encore incertaine, et un seul geste de l'empereur fit crouler tout cet édifice, mélange informe de vieux préjugés et d'idées nouvelles. Villefort n'eut donc de son roi qu'une reconnaissance non seulement inutile pour le moment, mais même dangereuse. Et cette croix d'officier de la Légion d'honneur, qu'il eut la prudence de ne pas montrer, quoique M. de Blacas, comme le lui avait recommandé le roi, lui en eût fait soigneusement expédier le brevet. Napoléon eut, certes, destitué Villefort sans la protection de Noirtier, devenu tout-puissant à la cour des 100 jours, et par les périls qu'il avait affrontés et par les services qu'il avait rendus. Ainsi, comme il le lui avait promis, le Girondin de 93 et le sénateur de 1806 protégea celui qui l'avait protégé la veille. Toute la puissance de Villefort se borna donc, pendant cette évocation de l'Empire, dont, au reste, il fut bien facile de prévoir la seconde chute, à étouffer le secret que Dantès avait été sur le point de divulguer. Le procureur du roi seul fut destitué, soupçonné qu'il était de tiédeur en bonapartisme. Cependant, à peine le pouvoir impérial fut-il rétabli, c'est-à-dire à peine l'empereur habita-t-il ces Tuileries que Louis XVIII venait de quitter, et eut-il lancé ses ordres nombreux et divergents de ce petit cabinet où nous avons, à la suite de Villefort, introduit nos lecteurs, et sur la table de noyer duquel il retrouva, encore toute ouverte et à moitié pleine, la tabatière de Louis XVIII, que Marseille, malgré l'attitude de ses magistrats, commença à sentir fermenter en elle ces brandons de guerre civile toujours mal éteints dans le Midi. Peu s'en fallut alors que les représailles n'allassent au-delà de quelques charivaris dont on assiégea les royalistes enfermés chez eux, et des affronts publics dont on poursuivit ceux qui se hasardaient à sortir. Par un revirement tout naturel, le digne armateur que nous avons désigné comme appartenant au parti populaire se trouva à son tour en ce moment, nous ne dirons pas tout-puissant, car M. Morel était un homme prudent et légèrement timide, comme tous ceux qui ont fait une lente et laborieuse fortune commerciale, mais en mesure, tout dépassé qu'il était par les zélés bonapartistes qui le traitaient de modéré, en mesure, dis-je, d'élever la voix pour faire entendre une réclamation. Cette réclamation, comme on le devine facilement, avait trait à Dantès. Villefort était demeuré debout, malgré la chute de son supérieur, et son mariage, en restant décidé, était cependant remis à des temps plus heureux. Si l'empereur gardait le trône, c'était une autre alliance qu'il fallait à Gérard, et son père se chargerait de la lui trouver. Si une seconde restauration ramenait Louis XVIII en France, l'influence de M. de Saint-Méran doublait, ainsi que la sienne, et l'union redevenait plus sortable que jamais. Le substitut du procureur du roi était donc momentanément le premier magistrat de Marseille, lorsqu'un matin sa porte s'ouvrit et on lui annonça M. Morel. Un autre se fut empressé d'aller au-devant de l'armateur, et, par cet empressement, eût indiqué sa faiblesse. Mais Villefort était un homme supérieur qui avait, sinon la pratique, du moins l'instinct de toute chose. Il fit faire antichambre à Morel, comme il eût fait sous la Restauration, quoiqu'il n'eût personne près de lui, mais par la simple raison qu'il est d'habitude qu'un substitut du procureur du roi fasse faire antichambre. Puis,
Après un quart d'heure qu'il employa à lire 2 ou 3 journaux de nuances différentes, il ordonna que l'armateur fût introduit. M. Morel s'attendait à trouver Villefort abattu. Il le trouva comme il l'avait vu 6 semaines auparavant, c'est-à-dire calme, ferme et plein de cette froide politesse, la plus infranchissable de toutes les barrières qui séparent l'homme élevé de l'homme vulgaire. Il avait pénétré dans le cabinet de Villefort, convaincu que le magistrat allait trembler à sa vue, et c'était lui, tout au contraire, qui se trouvait tout frissonnant et tout ému devant ce personnage interrogateur qui l'attendait, le coude appuyé sur son bureau. Il s'arrêta à la porte. Villefort le regarda, comme s'il avait quelque peine à le reconnaître. Enfin, après quelques secondes d'examen et de silence, pendant lesquelles le digne armateur tournait et retournait son chapeau entre ses mains. « Monsieur Morel, je crois, » dit Villefort. « Oui, monsieur, moi-même, » répondit l'armateur. « Approchez-vous donc, » continua le magistrat, en faisant de la main un signe protecteur, « et dites-moi à quelles circonstances je dois l'honneur de votre visite. »« Ne vous en doutez-vous point, monsieur ?» demanda Morel. « Non, pas le moins du monde. Ce qui n'empêche pas que je ne sois tout disposé à vous être agréable, si la chose était en mon pouvoir. »« La chose dépend entièrement de vous, monsieur, » dit Morel. « Expliquez-vous donc, alors. »« Monsieur, » continua l'armateur, reprenant son assurance à mesure qu'il parlait, et affermi d'ailleurs par la justice de sa cause et la netteté de sa position. « Vous vous rappelez que, quelques jours avant qu'on apprit le débarquement de Sa Majesté l'Empereur, j'étais venu réclamer votre indulgence pour un malheureux jeune homme, un marin, second à bord de mon brick. Il était accusé, si vous vous le rappelez, de relations avec l'île d'Elbe. Ces relations, qui étaient un crime à cette époque, sont aujourd'hui des titres de faveur. Vous serviez Louis XVIII alors, et ne l'avez pas ménagé, monsieur. C'était votre devoir. Aujourd'hui, vous servez Napoléon, et vous devez le protéger. C'est votre devoir encore. Je viens donc vous demander ce qu'il est devenu. » Villefort fit un violent effort sur lui-même. « Le nom de cet homme ?» demanda-t-il. « Ayez la bonté de me dire son nom. »« Edmond Dantès. » Évidemment, Villefort eût autant aimé, dans un duel, essuyer le feu de son adversaire à 25 pas, que d'entendre prononcer ainsi ce nom à bout portant. Cependant, il ne sourcilla point. De cette façon, se dit en lui-même Villefort, on ne pourra point m'accuser d'avoir fait de l'arrestation de ce jeune homme une question purement personnelle. « Dantès » répéta-t-il. « Edmond Dantès, dites-vous. »« Oui, monsieur. » Villefort ouvrit alors un gros registre placé dans un casier voisin, recourut à une table, de la table passa à des dossiers, et, se retournant vers l'armateur, « Êtes-vous bien sûr de ne pas vous tromper, monsieur ?» lui dit-il de l'air le plus naturel. Si Morel eût été un homme plus fin ou mieux éclairé sur cette affaire, il eût trouvé bizarre que le substitut du procureur du roi daigna lui répondre sur ces matières complètement étrangères à son ressort, et il se fût demandé pourquoi Villefort ne le renvoyait point au registre d'écrou, au gouverneur de prison, au préfet du département. Mais Morel, cherchant en vain la crainte dans Villefort, n'y vit plus, du moment où toute crainte paraissait absente, que la condescendance. Villefort avait rencontré juste. « Non, monsieur, dit Morel, je ne me trompe pas. D'ailleurs, je connais le pauvre garçon depuis 10 ans, et il est à mon service depuis 4. Je vins, vous en souvenez-vous, il y a 6 semaines, vous prier d'être clément, comme je viens aujourd'hui vous prier d'être juste pour le pauvre garçon. Vous me reçûtes même assez mal, et me répondîtes en homme mécontent. Ah, c'est que les royalistes étaient durs aux bonapartistes en ce temps-là. »« Monsieur, répondit Villefort, arrivant à la parade avec sa prestesse et son sang-froid ordinaire, j'étais royaliste.
alors que je croyais les Bourbons non seulement les héritiers légitimes du trône, mais encore les élus de la nation. Mais le retour miraculeux dont nous venons d'être témoins m'a prouvé que je me trompais. Le génie de Napoléon a vaincu. Le monarque légitime est le monarque aimé. « À la bonne heure !» s'écria Morel, avec sa bonne grosse franchise. « Vous me faites plaisir de me parler ainsi, et j'en augure bien pour le sort d'Edmond. »« Attendez donc !» reprit Villefort en feuilletant un nouveau registre. « J'y suis. C'est un marin, n'est-ce pas, qui épousait une Catalane. Oui, oui, oh, je me rappelle maintenant. La chose était très grave. » « Comment cela ? » « Vous savez qu'en sortant de chez moi, il avait été conduit aux prisons du palais de justice. »« Oui, eh bien ? » ?»« Eh bien, j'ai fait mon rapport à Paris, j'ai envoyé les papiers trouvés sur lui. C'était mon devoir, que voulez-vous ? Et 8 jours après son arrestation, le prisonnier fut enlevé. »« Enlevé ?» s'écria Morel. « Mais qu'a-t-on pu faire du pauvre garçon ? Oh, rassurez-vous, il aura été transporté à Fénestrelle, à Pignerol, aux îles Sainte-Marguerite, ce que l'on appelle dépaysé en termes d'administration, et un beau matin, vous allez le voir revenir prendre le commandement de son navire. Qu'il vienne quand il voudra, sa place lui sera gardée. Mais comment n'est-il pas déjà revenu ? Il me semble que le premier soin de la justice bonapartiste eût dû être de mettre dehors ceux qu'avait incarcérés la justice royaliste. « N'accusez pas témérairement, mon cher monsieur Morel, répondit Villefort. Il faut, en toute chose, procéder légalement. L'ordre d'incarcération était venu d'en haut. Il faut que d'en haut aussi vienne l'ordre de liberté. Or, Napoléon est rentré depuis 15 jours à peine. À peine aussi les lettres d'abolition doivent-elles être expédiées. Mais, demanda Morel, n'y a-t-il pas moyen de presser les formalités, maintenant que nous triomphons ? J'ai quelques amis, quelque influence, je puis obtenir mainlevée de l'arrêt. Il n'y a pas eu d'arrêt. De l'écrou, alors. En matière politique, il n'y a pas de registre d'écrou. Parfois, les gouvernements ont intérêt à faire disparaître un homme sans qu'il laisse trace de son passage. Des notes d'écrou guideraient les recherches. C'était comme cela, sous les Bourbons peut-être, mais maintenant... C'est comme cela dans tous les temps, mon cher monsieur Morel. Les gouvernements se suivent et se ressemblent. La machine pénitentiaire montée sous Louis XIV va encore aujourd'hui à la Bastille près. L'empereur a toujours été plus strict pour le règlement de ses prisons que ne l'a été le grand roi lui-même, et le nombre des incarcérés dont les registres ne gardent aucune trace est incalculable. Tant de bienveillance eût détourné des certitudes, et Morel n'avait pas même de soupçons. « Mais enfin, monsieur de Villefort, dit-il, quel conseil me donneriez-vous qui hâtât le retour du pauvre Dantès ? Un seul, monsieur. Faites une pétition au ministre de la Justice. »« Oh, monsieur, nous savons ce que c'est que les pétitions. Le ministre en reçoit 200 par jour et n'en lit point 4. »« Oui, reprit Villefort, mais il lira une pétition envoyée par moi, apostillée par moi, adressée directement par moi. »« Et vous vous chargeriez de faire parvenir cette pétition, monsieur ? » ?»« Avec le plus grand plaisir. Dantès pouvait être coupable alors, mais il est innocent aujourd'hui, et il est de mon devoir de faire rendre la liberté à celui qu'il a été de mon devoir de faire mettre en prison. » Villefort prévenait ainsi le danger d'une enquête peu probable, mais possible, enquête qui le perdait sans ressources. « Mais comment écrit-on au ministre ? » ?»« Mettez-vous là, monsieur Morel, dit Villefort en cédant sa place à l'armateur. Je vais vous dicter. »« Vous auriez cette bonté ? » ?»« Sans doute. Ne perdons pas de temps, nous n'en avons déjà que trop perdu. »« Oui, monsieur, songeons que le pauvre garçon attend, souffre et se désespère peut-être. » Villefort frissonna à l'idée de ce prisonnier, le maudissant dans le silence et l'obscurité. Mais il était engagé trop avant pour reculer. Dantès devait être brisé entre les rouages de son ambition. « J'attends, monsieur, » dit l'armateur assis dans le fauteuil de Villefort et une plume à la main. Villefort alors dicta une demande dans laquelle,
dans un but excellent, il n'y avait point à en douter, il exagérait le patriotisme de Dantès et les services rendus par lui à la cause bonapartiste. Dans cette demande, Dantès était devenu un des agents les plus actifs du retour de Napoléon. Il était évident qu'en voyant une pareille pièce, le ministre devait faire justice à l'instant même, si justice n'était point faite déjà. La pétition terminée, Villefort la relut à haute voix. « C'est cela, dit-il, et maintenant reposez-vous sur moi. »« Et la pétition partira bientôt, monsieur ?»« Aujourd'hui même. »« Apostillée par vous. »« La meilleure apostille que je puisse mettre, monsieur, est de certifier véritable tout ce que vous dites dans cette demande. » Et Villefort s'assit à son tour, et sur un coin de la pétition appliqua son certificat. « Maintenant, monsieur, que faut-il faire ?» demanda Morel. « Attendre, » reprit Villefort. « Je réponds de tout. » Cette assurance rendit l'espoir à Morel. Il quitta le substitut du procureur du roi, enchanté de lui, et alla annoncer au vieux père de Dantès qu'il ne tarderait pas à revoir son fils. Quant à Villefort, au lieu de l'envoyer à Paris, il conserva précieusement entre ses mains cette demande qui, pour sauver Dantès dans le présent, le compromettait si effroyablement dans l'avenir, en supposant une chose que l'aspect de l'Europe et la tournure des événements permettaient déjà de supposer, c'est-à-dire une seconde restauration. Dantès demeura donc prisonnier. Perdu dans les profondeurs de son cachot, il n'entendit point le bruit formidable de la chute du trône de Louis XVIII et celui, plus épouvantable encore, de l'écroulement de l'Empire. Mais Villefort, lui, avait tout suivi d'un œil vigilant, tout écouté d'une oreille attentive. 2 fois, pendant cette courte apparition impériale que l'on appela les 100 jours, Morel était revenu à la charge, insistant toujours pour la liberté de Dantès, et chaque fois Villefort l'avait calmé par des promesses et des espérances. Enfin, Waterloo arriva. Morel ne reparut pas chez Villefort. L'armateur avait fait pour son jeune ami tout ce qu'il était humainement possible de faire. Essayer de nouvelles tentatives sous cette seconde restauration était se compromettre inutilement. Louis XVIII remonta sur le trône. Villefort, pour qui Marseille était plein de souvenirs, devenus pour lui des remords, demanda et obtint la place de procureur du roi vacante à Toulouse. 15 jours après son installation dans sa nouvelle résidence, il épousa mademoiselle Renée de Saint-Méran, dont le père était mieux en cour que jamais. Voilà comment Dantès, pendant les 100 jours et après Waterloo, demeura sous les verrous, oublié, sinon des hommes, au moins de Dieu. Danglars comprit toute la portée du coup dont il avait frappé Dantès, en voyant revenir Napoléon en France. Sa dénonciation avait touché juste, et, comme tous les hommes d'une certaine portée pour le crime et d'une moyenne intelligence pour la vie ordinaire, il appela cette coïncidence bizarre un décret de la Providence. Mais quand Napoléon fut de retour à Paris et que sa voix retentit de nouveau, impérieuse et puissante, Danglars eut peur. À chaque instant, il s'attendit à voir reparaître Dantès. Dantès, sachant tout. Dantès, menaçant et fort pour toutes les vengeances. Alors, il manifesta à M. Morel le désir de quitter le service de mer, et se fit recommander par lui à un négociant espagnol, chez lequel il entra comme commis d'ordre vers la fin de mars, c'est-à-dire 10 ou 12 jours après la rentrée de Napoléon aux Tuileries. Il partit donc pour Madrid, et l'on n'entendit plus parler de lui. Fernand, lui, ne comprit rien. Dantès était absent, c'était tout ce qu'il lui fallait. Qu'était-il devenu? Il ne chercha point à le savoir. Seulement, pendant tout le répit que lui donnait son absence, il s'ingénia, partit à abuser Mercédès sur les motifs de cette absence, partit à méditer des plans d'émigration et d'enlèvement. De temps en temps aussi, et c'étaient les heures sombres de sa vie, il s'asseyait sur la pointe du cap Faro, de cet endroit où l'on distingue à la fois Marseille et le village des Catalans, regardant, triste et immobile comme un oiseau de proie, s'il ne verrait point,
par l'une de ces deux routes, revenir le beau jeune homme à la démarche libre, à la tête haute qui, pour lui aussi, était devenu messager d'une rude vengeance. Alors, le dessein de Fernand était arrêté. Il cassait la tête de Dantès d'un coup de fusil et se tuait après, se disait-il à lui-même, pour colorer son assassinat. Mais Fernand s'abusait. Cet homme-là ne fut jamais tué, car il espérait toujours. Sur ces entrefaites, et parmi tant de fluctuations douloureuses, l'Empire appela un dernier banc de soldats, et tout ce qu'il y avait d'hommes en état de porter les armes s'élança hors de France, à la voix retentissante de l'empereur. Fernand partit comme les autres, quittant sa cabane et Mercédès, et rongé de cette sombre et terrible pensée que, derrière lui peut-être, son rival allait revenir et épouser celle qu'il aimait. Si Fernand avait jamais dû se tuer, c'était en quittant Mercédès qu'il l'eût fait. Ses attentions pour Mercédès, la pitié qu'il paraissait donner à son malheur, le soin qu'il prenait d'aller au-devant de ses moindres désirs, avaient produit l'effet que produisent toujours sur les cœurs généreux les apparences du dévouement. Mercédès avait toujours aimé Fernand d'amitié. Son amitié s'augmenta pour lui d'un nouveau sentiment, la reconnaissance. « Mon frère, dit-elle en attachant le sac du conscrit sur les épaules du Catalan, mon frère, mon seul ami, ne vous faites pas tuer, ne me laissez pas seul dans ce monde où je pleure et où je serai seul dès que vous n'y serez plus. » Ces paroles, dites au moment du départ, rendirent quelque espoir à Fernand. Si Dantès ne revenait pas, Mercédès pourrait donc, un jour, être à lui. Mercédès resta seule sur cette terre nue qui ne lui avait jamais paru si aride, et avec la mer immense pour horizon. Toute baignée de pleurs, comme cette folle dont on nous raconte la douloureuse histoire, on la voyait errer sans cesse autour du petit village des Catalans, tantôt s'arrêtant sous le soleil ardent du midi, debout, immobile, muette comme une statue, et regardant Marseille, tantôt assise au bord du rivage, écoutant ce gémissement de la mer, éternel comme sa douleur, et se demandant sans cesse s'il ne valait pas mieux se pencher en avant, se laisser aller à son propre poids, ouvrir l'abîme et s'y engloutir, que de souffrir ainsi toutes ces cruelles alternatives d'une attente sans espérance. Ce ne fut pas le courage qui manqua à Mercédès pour accomplir ce projet. Ce fut la religion qui lui vint en aide et qui la sauva du suicide. Caderousse fut appelé, comme Fernand. Seulement, comme il avait 8 ans de plus que le Catalan et qu'il était marié, il ne fit partie que du 3e banc et fut envoyé sur les côtes. Le vieux Dantès, qui n'était plus soutenu que par l'espoir, perdit l'espoir à la chute de l'empereur. 5 mois, jour pour jour, après avoir été séparé de son fils, et presque à la même heure où il avait été arrêté, il rendit le dernier soupir entre les bras de Mercédès. Monsieur Morel pourvut à tous les frais de son enterrement et paya les pauvres petites dettes que le vieillard avait faites pendant sa maladie. Il y avait plus que de la bienfaisance à agir ainsi, il y avait du courage. Le midi était en feu, et secourir, même à son lit de mort, le père d'un bonapartiste aussi dangereux que Dantès, était un crime. Chapitre 14. Le prisonnier furieux et le prisonnier fou. 1 an environ après le retour de Louis XVIII, il y eut visite de monsieur l'inspecteur général des prisons. Dantès entendit rouler et grincer du fond de son cachot tous ces préparatifs, qui faisaient en haut beaucoup de fracas, mais qui, en bas, eussent été des bruits inappréciables pour toute autre oreille que pour celle d'un prisonnier accoutumé à écouter, dans le silence de la nuit, l'araignée qui tisse sa toile et la chute périodique de la goutte d'eau qui met 1 heure à se former au plafond de son cachot.
Il devina qu'il se passait chez les vivants quelque chose d'inaccoutumé. Il habitait depuis si longtemps une tombe qu'il pouvait bien se regarder comme mort. En effet, l'inspecteur visitait, l'un après l'autre, chambres, cellules et cachots. Plusieurs prisonniers furent interrogés. C'étaient ceux que leur douceur ou leur stupidité recommandaient à la bienveillance de l'administration. L'inspecteur leur demanda comment ils étaient nourris et quelles étaient les réclamations qu'ils avaient à faire. Ils répondirent unanimement que la nourriture était détestable et qu'ils réclamaient leur liberté. L'inspecteur leur demanda alors s'ils n'avaient pas autre chose à lui dire. Ils secouèrent la tête. Quel autre bien que la liberté peuvent réclamer des prisonniers? L'inspecteur se tourna en souriant et dit au gouverneur : « Je ne sais pas pourquoi on nous fait faire ces tournées inutiles. Qui voit un prisonnier en voit 100. Qui entend un prisonnier en entend 1000. C'est toujours la même chose, mal nourris et innocents. En avez-vous d'autres? Oui, nous avons les prisonniers dangereux ou fous que nous gardons au cachot. Voyons, dit l'inspecteur avec un air de profonde lassitude, faisons notre métier jusqu'au bout. Descendons dans les cachots. Attendez, dit le gouverneur, que l'on aille au moins chercher 2 hommes. Les prisonniers commettent parfois, ne fût-ce que par dégoût de la vie, et pour se faire condamner à mort, des actes de désespoir inutiles. Vous pourriez être victime de l'un de ces actes. Prenez donc vos précautions, dit l'inspecteur. En effet, on envoya chercher 2 soldats, et l'on commença de descendre par un escalier si puant, si infect, si moisi, que rien que le passage dans un pareil endroit affectait désagréablement à la fois la vue, l'odorat et la respiration. « Oh » fit l'inspecteur en s'arrêtant à moitié de la descente. « Qui diable peut loger là ?»« Un conspirateur des plus dangereux, et qui nous est particulièrement recommandé comme un homme capable de tout. »« Il est seul ? » ?»« Certainement. Depuis combien de temps est-il là ? » ?»« Depuis 1 an à peu près. »« Et il a été mis dans ce cachot dès son entrée ? » ?»« Non, monsieur, mais après avoir voulu tuer le porte-clés chargé de lui porter sa nourriture. »« Il a voulu tuer le porte-clés ? » ?»« Oui, monsieur, celui-là même qui nous éclaire, n'est-il pas vrai, Antoine ?» demanda le gouverneur. « Il a voulu me tuer tout de même, » répondit le porte-clés. « Ah, ça, mais c'est donc un fou que cet homme. »« C'est pire que cela, » dit le porte-clés, « c'est un démon. »« Voulez-vous qu'on s'en plaigne ?» demanda l'inspecteur au gouverneur. « Inutile, monsieur, il est assez puni comme cela. D'ailleurs, à présent, il touche presque à la folie, et selon l'expérience que nous donnent nos observations, avant une autre année d'ici, il sera complètement aliéné. »« Ma foi, tant mieux pour lui, » dit l'inspecteur. « Une fois fou tout à fait, il souffrira moins. » C'était, comme on le voit, un homme plein d'humanité que cet inspecteur, et bien digne des fonctions philanthropiques qu'il remplissait. « Vous avez raison, monsieur, » dit le gouverneur, « et votre réflexion prouve que vous avez profondément étudié la matière. Ainsi, nous avons dans un cachot, qui n'est séparé de celui-ci que par une 20aine de pieds, et dans lequel on descend par un autre escalier, un vieil abbé, ancien chef de parti en Italie, qui est ici depuis 1811, auquel la tête a tourné vers la fin de 1813, et qui, depuis ce moment, n'est pas physiquement reconnaissable. Il pleurait, il rit, il maigrissait, il engraisse. Voulez-vous le voir plutôt que celui-ci ? Sa folie est divertissante et ne vous attristera point. »« Je les verrai l'un et l'autre, » répondit l'inspecteur. « Il faut faire son état en conscience. » L'inspecteur en était à sa première tournée et voulait donner bonne idée de lui à l'autorité. « Entrons donc chez celui-ci d'abord, » ajouta-t-il. « Volontiers, » répondit le gouverneur. Et il fit signe au porte-clés qui ouvrit la porte. Au grincement des massives serrures, au cri des gonds rouillés tournant sur leurs pivots, Dantès, accroupi dans un angle de son cachot,
où il recevait avec un bonheur indicible le mince rayon du jour qui filtrait à travers un étroit soupirail grillé, releva la tête. À la vue d'un homme inconnu, éclairé par 2 porte-clés tenant des torches et auquel le gouverneur parlait le chapeau à la main, accompagné par 2 soldats, Dantès devina ce dont il s'agissait et, voyant enfin se présenter une occasion d'implorer une autorité supérieure, bondit en avant les mains jointes. Les soldats croisèrent aussitôt la baïonnette, car ils crurent que le prisonnier s'élançait vers l'inspecteur avec de mauvaises intentions. L'inspecteur lui-même fit un pas en arrière. Dantès vit qu'on l'avait présenté comme homme à craindre. Alors il réunit dans son regard tout ce que le cœur de l'homme peut contenir de mansuétude et d'humilité, et, s'exprimant avec une sorte d'éloquence pieuse qui étonna les assistants, il essaya de toucher l'âme de son visiteur. L'inspecteur écouta le discours de Dantès jusqu'au bout, puis, se tournant vers le gouverneur, « Il tournera à la dévotion, dit-il à mi-voix. Il est déjà disposé à des sentiments plus doux. Voyez, la peur fait son effet sur lui. Il a reculé devant les baïonnettes. Or, un fou ne recule devant rien. J'ai fait sur ce sujet des observations bien curieuses à Charenton. » Puis, se retournant vers le prisonnier, « En résumé, dit-il, que demandez-vous ? » « Je demande quel crime j'ai commis. Je demande que l'on me donne des juges. Je demande que mon procès soit instruit. Je demande enfin que l'on me fusille si je suis coupable, mais aussi qu'on me mette en liberté si je suis innocent. »« Êtes-vous bien nourri ? » demanda l'inspecteur. « Oui, je le crois. Je n'en sais rien. Mais cela importe peu. Ce qui doit importer, non seulement à moi, malheureux prisonnier, mais encore à tous les fonctionnaires rendant la justice, mais encore au roi qui nous gouverne, c'est qu'un innocent ne soit pas victime d'une dénonciation infâme et ne meure pas sous les verrous en maudissant ses bourreaux. »« Vous êtes bien humble aujourd'hui, dit le gouverneur. Vous n'avez pas toujours été comme cela. Vous parliez tout autrement, mon cher ami, le jour où vous vouliez assommer votre gardien. »« C'est vrai, monsieur, dit Dantès, et j'en demande bien humblement pardon à cet homme qui a toujours été bon pour moi. Mais que voulez-vous ? J'étais fou, j'étais furieux. Et vous ne l'êtes plus ? Non, monsieur, car la captivité m'a plié, brisé, anéanti. Il y a si longtemps que je suis ici. »« Si longtemps ? Et à quelle époque avez-vous été arrêté ? Demanda l'inspecteur. « Le 28 février 1815, à 2 heures de l'après-midi. » L'inspecteur calcula. « Nous sommes au 30 juillet 1816. Que dites-vous donc ? Il n'y a que 17 mois que vous êtes prisonnier. »« Que 17 mois ? reprit Dantès. Ah, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est que 17 mois de prison. 17 années, 17 siècles, surtout pour un homme qui, comme moi, touchait au bonheur, pour un homme qui, comme moi, allait épouser une femme aimée, pour un homme qui voyait s'ouvrir devant lui une carrière honorable et à qui tout manque à l'instant, qui, du milieu du jour le plus beau, tombe dans la nuit la plus profonde, qui voit sa carrière détruite, qui ne sait si celle qu'il aimait l'aime toujours, qui ignore si son vieux père est mort ou vivant. 17 mois de prison, pour un homme habitué à l'air de la mer, à l'indépendance du marin, à l'espace, à l'immensité, à l'infini. Monsieur, 17 mois de prison, c'est plus que ne le méritent tous les crimes que désigne par les noms les plus odieux la langue humaine. Ayez donc pitié de moi, monsieur, et demandez pour moi non pas l'indulgence, mais la rigueur, non pas une grâce, mais un jugement. Des juges, monsieur, je ne demande que des juges. On ne peut pas refuser des juges à un accusé. C'est bien, dit l'inspecteur. On verra. Puis, se retournant vers le gouverneur. En vérité, dit-il, le pauvre diable me fait de la peine. En remontant, vous me montrerez son livre d'écrou.
Certainement, dit le gouverneur, mais je crois que vous trouverez contre lui des notes terribles. Monsieur, continua Dantès, je sais que vous ne pouvez pas me faire sortir d'ici de votre propre décision, mais vous pouvez transmettre ma demande à l'autorité, vous pouvez provoquer une enquête, vous pouvez, enfin, me faire mettre en jugement. Un jugement, c'est tout ce que je demande. Que je sache quel crime j'ai commis et à quelle peine je suis condamné, car, voyez-vous, l'incertitude, c'est le pire de tous les supplices. Éclairez-moi, dit l'inspecteur. Monsieur, s'écria Dantès, je comprends, au son de votre voix, que vous êtes ému. Monsieur, dites-moi d'espérer. Je ne puis vous dire cela, répondit l'inspecteur. Je puis seulement vous promettre d'examiner votre dossier. Oh, alors, monsieur, je suis libre, je suis sauvé. Qui vous a fait arrêter? Demanda l'inspecteur. Monsieur de Villefort, répondit Dantès. Voyez-le et entendez-vous avec lui. Monsieur de Villefort n'est plus à Marseille depuis 1 an, mais à Toulouse. Ah, cela ne m'étonne plus, murmura Dantès. Mon seul protecteur est éloigné. Monsieur de Villefort avait-il quelque motif de haine envers vous? Demanda l'inspecteur. Aucun, monsieur, et même il a été bienveillant pour moi. Je pourrais donc me fier aux notes qu'il a laissées sur vous, ou qu'il me donnera? Entièrement, monsieur. C'est bien. Attendez. Dantès tomba à genoux, levant les mains vers le ciel, et murmurant une prière dans laquelle il recommandait à Dieu cet homme qui était descendu dans sa prison, pareil au Sauveur allant délivrer les âmes de l'enfer. La porte se referma. Mais l'espoir descendu avec l'inspecteur était resté enfermé dans le cachot de Dantès. « Voulez-vous voir le registre d'écrou tout de suite ?» demanda le gouverneur, « ou passer au cachot de l'abbé ?»« Finissons-en avec les cachots tout d'un coup, » répondit l'inspecteur. « Si je remontais au jour, je n'aurais peut-être plus le courage de continuer ma triste mission. Ah, celui-là n'est point un prisonnier comme l'autre, et sa folie, à lui, est moins attristante que la raison de son voisin. Et quelle est sa folie? Oh, une folie étrange. Il se croit possesseur d'un trésor immense. La première année de sa captivité, il a fait offrir au gouvernement 1 million, si le gouvernement le voulait mettre en liberté. La seconde année, 2 millions. La troisième, 3 millions, et ainsi progressivement. Il en est à sa 5e année de captivité. Il va vous demander de vous parler en secret et vous offrira 5 millions. Ah ah, c'est curieux en effet, dit l'inspecteur. Et comment appelez-vous ce millionnaire? L'abbé Faria. Numéro 27, dit l'inspecteur. C'est ici. Ouvrez, Antoine. Le porte-clés obéit, et le regard curieux de l'inspecteur plongea dans le cachot de l'abbé fou. C'est ainsi que l'on nommait généralement le prisonnier. Au milieu de la chambre, dans un cercle tracé sur la terre avec un morceau de plâtre détaché du mur, était couché un homme presque nu, tant ses vêtements étaient tombés en lambeaux. Il dessinait dans ce cercle des lignes géométriques fort nettes, et paraissait aussi occupé de résoudre son problème qu'Archimède l'était lorsqu'il fut tué par un soldat de Marcellus. Aussi ne bougea-t-il pas même au bruit que fit la porte du cachot en s'ouvrant, et ne sembla-t-il se réveiller que lorsque la lumière des torches éclaira d'un éclat inaccoutumé le sol humide sur lequel il travaillait. Alors il se retourna et vit avec étonnement la nombreuse compagnie qui venait de descendre dans son cachot. Aussitôt il se leva vivement, prit une couverture jetée sur le pied de son lit misérable et se drapa précipitamment pour paraître dans un état plus décent aux yeux des étrangers. « Que demandez-vous » dit l'inspecteur sans varier sa formule. « Moi, monsieur, » dit l'abbé d'un air étonné, « je ne demande rien. »« Vous ne comprenez pas, » reprit l'inspecteur. « Je suis agent du gouvernement, j'ai mission de descendre dans les prisons et d'écouter les réclamations des prisonniers. »« Oh, alors, monsieur, c'est autre chose, » s'écria vivement l'abbé, « et j'espère que nous allons nous entendre. » « Voyez,
dit tout bas le gouverneur. Cela ne commence-t-il pas comme je vous l'avais annoncé? Monsieur, continua le prisonnier, je suis l'abbé Faria, né à Rome. J'ai été 20 ans secrétaire du cardinal Rospigliosi. J'ai été arrêté, je ne sais trop pourquoi, vers le commencement de l'année 1811. Depuis ce moment, je réclame ma liberté des autorités italiennes et françaises. Pourquoi près des autorités françaises? Demanda le gouverneur. Parce que j'ai été arrêté à Piombino et que je présume que, comme Milan et Florence, Piombino est devenu le chef-lieu de quelque département français. L'inspecteur et le gouverneur se regardèrent en riant. « Diable, mon cher, dit l'inspecteur, vos nouvelles de l'Italie ne sont pas fraîches. »« Elles datent du jour où j'ai été arrêté, monsieur, dit l'abbé Faria. Et comme Sa Majesté l'Empereur avait créé la royauté de Rome pour le fils que le ciel venait de lui envoyer, je présume que, poursuivant le cours de ses conquêtes, il a accompli le rêve de Machiavel et de César Borgia, qui était de faire de toute l'Italie un seul et unique royaume. « Monsieur, dit l'inspecteur, la Providence a heureusement apporté quelques changements à ce plan gigantesque dont vous me paraissez assez chaud partisan. C'est le seul moyen de faire de l'Italie un État fort, indépendant et heureux, répondit l'abbé. Cela est possible, répondit l'inspecteur, mais je ne suis pas venu ici pour faire avec vous un cours de politique ultramontaine, mais pour vous demander ce que j'ai déjà fait, si vous avez quelque réclamation à faire sur la manière dont vous êtes nourri et logé. La nourriture est ce qu'elle est dans toutes les prisons, répondit l'abbé, c'est-à-dire fort mauvaise. Quant au logement, vous le voyez, il est humide et malsain, mais néanmoins assez convenable pour un cachot. Maintenant, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais bien de révélations de la plus haute importance et du plus haut intérêt que j'ai à faire au gouvernement. « Nous y voici, dit tout bas le gouverneur à l'inspecteur. « Voilà pourquoi je suis si heureux de vous voir, continua l'abbé, quoique vous m'ayez dérangé dans un calcul fort important et qui, s'il réussit, changera peut-être le système de Newton. Pouvez-vous m'accorder la faveur d'un entretien particulier? »« Hein? Que disais-je » fit le gouverneur à l'inspecteur. « Vous connaissez votre personne, répondit ce dernier, souriant. Puis, se retournant vers Faria, « Monsieur, dit-il, ce que vous me demandez est impossible. »« Cependant, monsieur, reprit l'abbé, s'il s'agissait de faire gagner au gouvernement une somme énorme, une somme de 5 millions, par exemple. »« Ma foi, dit l'inspecteur, en se retournant à son tour vers le gouverneur, vous aviez prédit jusqu'au chiffre. »« Voyons, reprit l'abbé, s'apercevant que l'inspecteur faisait un mouvement pour se retirer. Il n'est pas nécessaire que nous soyons absolument seuls. Monsieur le gouverneur pourra assister à notre entretien. »« Mon cher monsieur, dit le gouverneur, malheureusement, nous savons d'avance et par cœur ce que vous direz. Il s'agit de vos trésors, n'est-ce pas? » Faria regarda cet homme railleur avec des yeux où un observateur désintéressé eût vu, certes, luire l'éclair de la raison et de la vérité. « Sans doute, dit-il. »« De quoi voulez-vous que je parle, sinon de cela ?»« Monsieur l'inspecteur, continua le gouverneur, je puis vous raconter cette histoire aussi bien que l'abbé, car il y a 4 ou 5 ans que j'en ai les oreilles rebattues. »« Cela prouve, monsieur le gouverneur, dit l'abbé, que vous êtes comme ces gens dont parle l'Écriture, qui ont des yeux et qui ne voient pas, qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. »« Mon cher monsieur, dit l'inspecteur, le gouvernement est riche et n'a, Dieu merci, pas besoin de votre argent. Gardez-le donc pour le jour où vous sortirez de prison. » L'œil de l'abbé se dilata. Il saisit la main de l'inspecteur. « Mais si je n'en sors pas de prison, dit-il, si, contre toute justice, on me retient dans ce cachot, si j'y meurs sans avoir légué mon secret à personne, ce trésor sera donc perdu. Ne vaut-il pas mieux que le gouvernement en profite, et moi aussi? J'irai jusqu'à 6 millions, monsieur, oui, j'abandonnerai 6 millions, et je me contenterai du reste, si l'on veut me rendre la liberté.
Sur ma parole, dit l'inspecteur à demi-voix, si l'on ne savait que cet homme est fou, il parle avec un accent si convaincu qu'on croirait qu'il dit la vérité. Je ne suis pas fou, monsieur, et je dis bien la vérité, reprit Faria, qui, avec cette finesse d'ouïe particulière aux prisonniers, n'avait pas perdu une seule des paroles de l'inspecteur. Ce trésor dont je vous parle existe bien réellement, et j'offre de signer un traité avec vous, en vertu duquel vous me conduirez à l'endroit désigné par moi. On fouillera la terre sous nos yeux, et si je mens, si l'on ne trouve rien, si je suis un fou, comme vous le dites, eh bien, vous me ramènerez dans ce même cachot, où je resterai éternellement, et où je mourrai sans plus rien demander, ni à vous, ni à personne. Le gouverneur se mit à rire. « Est-ce bien loin, votre trésor ?» demanda-t-il. « À 100 lieues d'ici, à peu près, » dit Faria. « La chose n'est pas mal imaginée, » dit le gouverneur. « Si tous les prisonniers voulaient s'amuser à promener leurs gardiens pendant 100 lieues, et si les gardiens consentaient à faire une pareille promenade, ce serait une excellente chance que les prisonniers se ménageraient de prendre la clé des champs dès qu'ils en trouveraient l'occasion, et pendant un pareil voyage, l'occasion se présenterait certainement. »« C'est un moyen connu, » dit l'inspecteur, « et monsieur n'a pas même le mérite de l'invention. » Puis, se retournant vers l'abbé, « Je vous ai demandé si vous étiez bien nourri, dit-il. »« Monsieur, répondit Faria, jurez-moi sur le Christ de me délivrer si je vous ai dit vrai, et je vous indiquerai l'endroit où le trésor est enfoui. »« Êtes-vous bien nourri ?» répéta l'inspecteur. « Monsieur, vous ne risquez rien ainsi. Et vous voyez bien que ce n'est pas pour me ménager une chance pour me sauver, puisque je resterai en prison tandis qu'on fera le voyage. »« Vous ne répondez pas à ma question, » reprit avec impatience l'inspecteur. « Ni vous à ma demande, » s'écria l'abbé. « Soyez donc maudits comme les autres insensés qui n'ont pas voulu me croire. Vous ne voulez pas de mon or, je le garderai. Vous me refusez la liberté, Dieu me l'enverra. Allez, je n'ai plus rien à dire. » Et l'abbé, rejetant sa couverture, ramassa son morceau de plâtre et alla s'asseoir de nouveau au milieu de son cercle, où il continua ses lignes et ses calculs. « Que fait-il là ?» dit l'inspecteur en se retirant. « Il compte ses trésors, » reprit le gouverneur. Faria répondit à ce sarcasme par un coup d'œil empreint du plus suprême mépris. Ils sortirent. Le geôlier ferma la porte derrière eux. « Il aura, en effet, possédé quelques trésors, » dit l'inspecteur en remontant l'escalier. « Ou il aura rêvé qu'il les possédait, » répondit le gouverneur, « et le lendemain, il se sera réveillé fou. » « En effet, » dit l'inspecteur avec la naïveté de la corruption, « s'il eût été réellement riche, il ne serait pas en prison. » Ainsi finit l'aventure pour l'abbé Faria. Il demeura prisonnier et, à la suite de cette visite, sa réputation de fou réjouissant s'augmenta encore. Caligula ou Néron, ces grands chercheurs de trésors, ces désireurs de l'impossible, eussent prêté l'oreille aux paroles de ce pauvre homme et lui eussent accordé l'air qu'il désirait, l'espace qu'il estimait à un si haut prix et la liberté qu'il offrait de payer si cher. Mais les rois de nos jours, maintenus dans la limite du probable, n'ont plus l'audace de la volonté. Ils craignent l'oreille qui écoute les ordres qu'ils donnent, l'œil qui scrute leurs actions. Ils ne sentent plus la supériorité de leur essence divine. Ils sont des hommes couronnés, voilà tout. Jadis, ils se croyaient, ou du moins se disaient, fils de Jupiter, et retenaient quelque chose des façons du Dieu leur Père. On ne contrôle pas facilement ce qui se passe au-delà des nuages. Aujourd'hui, les rois se laissent aisément rejoindre. Or, comme il a toujours répugné au gouvernement despotique de montrer au grand jour les effets de la prison et de la torture, comme il y a peu d'exemples qu'une victime des inquisitions ait pu reparaître avec ses os broyés et ses plaies saignantes, de même la folie, cet ulcère né dans la fange des cachots à la suite des tortures morales, se cache presque toujours avec soin dans le lieu où elle est née, où, si elle en sort, elle va s'ensevelir dans quelque hôpital sombre, où les médecins ne reconnaissent ni l'homme ni la pensée,
dans le débris informe que leur transmet le geôlier fatigué. L'abbé Faria, devenu fou en prison, était condamné, par sa folie même, à une prison perpétuelle. Quant à Dantès, l'inspecteur lui tint parole. En remontant chez le gouverneur, il se fit présenter le registre d'écrou. La note concernant le prisonnier était ainsi conçue. Bonapartiste enragé a pris une part active au retour de l'île d'Elbe. Edmond Dantès. À tenir au plus grand secret et sous la plus stricte surveillance. Cette note était d'une autre écriture et d'une encre différente que le reste du registre, ce qui prouvait qu'elle avait été ajoutée depuis l'incarcération de Dantès. L'accusation était trop positive pour essayer de la combattre. L'inspecteur écrivit donc au-dessous de l'accolade. Rien à faire. Cette visite avait, pour ainsi dire, ravivé Dantès. Depuis qu'il était rentré en prison, il avait oublié de compter les jours, mais l'inspecteur lui avait donné une nouvelle date, et Dantès ne l'avait pas oublié. Derrière lui, il écrivit sur le mur, avec un morceau de plâtre détaché de son plafond, 30 juillet 1816, et, à partir de ce moment, il fit un cran chaque jour pour que la mesure du temps ne lui échappât plus. Les jours s'écoulèrent, puis les semaines, puis les mois. Dantès attendait toujours. Il avait commencé par fixer à sa liberté un terme de 15 jours. En mettant à suivre son affaire la moitié de l'intérêt qu'il avait paru éprouver, l'inspecteur devait avoir assez de 15 jours. Ces 15 jours écoulés, il se dit qu'il était absurde à lui de croire que l'inspecteur se serait occupé de lui avant son retour à Paris. Or, son retour à Paris ne pouvait avoir lieu que lorsque sa tournée serait finie, et sa tournée pouvait durer 1 mois ou 2. Il se donna donc 3 mois au lieu de 15 jours. Les 3 mois écoulés, un autre raisonnement vint à son aide, qui fit qu'il s'accorda 6 mois, mais ces 6 mois écoulés, en mettant les jours au bout les uns des autres, il se trouvait qu'il avait attendu 10 mois et demi. Pendant ces 10 mois, rien n'avait été changé au régime de sa prison. Aucune nouvelle consolante ne lui était parvenue. Le geôlier interrogé était muet, comme d'habitude. Dantès commença à douter de ses sens, à croire que ce qu'il prenait pour un souvenir de sa mémoire n'était rien autre chose qu'une hallucination de son cerveau, et que cet ange consolateur qui était apparu dans sa prison y était descendu sur l'aile d'un rêve. Au bout d'1 an, le gouverneur fut changé. Il avait obtenu la direction du fort de Ham. Il emmena avec lui plusieurs de ses subordonnés et, entre autres, le geôlier de Dantès. Un nouveau gouverneur arriva. Il eût été trop long pour lui d'apprendre les noms de ses prisonniers. Il se fit représenter seulement leurs numéros. Cet horrible hôtel garni se composait de 50 chambres. Leurs habitants furent appelés du numéro de la chambre qu'ils occupaient, et le malheureux jeune homme cessa de s'appeler de son prénom d'Edmond ou de son nom de Dantès. Il s'appela le numéro 34. Chapitre 15. Le numéro 34 et le numéro 27. Dantès passa tous les degrés du malheur que subissent les prisonniers oubliés dans une prison. Il commença par l'orgueil, qui est une suite de l'espoir et une conscience de l'innocence. Puis il en vint à douter de son innocence, ce qui ne justifiait pas mal les idées du gouverneur sur l'aliénation mentale. Enfin, il tomba du haut de son orgueil, il pria non pas encore Dieu, mais les hommes. Dieu est le dernier recours. Le malheureux, qui devrait commencer par le Seigneur, n'en arrive à espérer en lui qu'après avoir épuisé toutes les autres espérances. Dantès pria donc qu'on voulût bien le tirer de son cachot pour le mettre dans un autre, fût-il plus noir et plus profond. Un changement, même désavantageux, était toujours un changement, et procurerait à Dantès une distraction de quelques jours. Il pria qu'on lui accordât la promenade, l'air, des livres, des instruments.
Rien de tout cela ne lui fut accordé. Mais n'importe, il demandait toujours. Il s'était habitué à parler à son nouveau geôlier, quoiqu'il fût encore, s'il était possible, plus muet que l'ancien. Mais parler à un homme, même à un muet, était encore un plaisir. Dantès parlait pour entendre le son de sa propre voix. Il avait essayé de parler lorsqu'il était seul, mais alors il se faisait peur. Souvent, du temps qu'il était en liberté, Dantès s'était fait un épouvantail de ces chambrées de prisonniers, composés de vagabonds, de bandits et d'assassins, dont la joie ignoble met en commun des orgies inintelligibles et des amitiés effrayantes. Il en vint à souhaiter d'être jeté dans quelqu'un de ces bouges, afin de voir d'autres visages que celui de ce geôlier impassible qui ne voulait point parler. Il regrettait le bagne avec son costume infamant, sa chaîne aux pieds, sa flétrissure sur l'épaule. Au moins les galériens étaient dans la société de leurs semblables, ils respiraient l'air, ils voyaient le ciel. Les galériens étaient bien heureux. Il supplia un jour le geôlier de demander pour lui un compagnon, quel qu'il fût. Ce compagnon dût-il être cet abbé fou dont il avait entendu parler. Sous l'écorce du geôlier, si rude qu'elle soit, il reste toujours un peu de l'homme. Celui-ci avait souvent, du fond du cœur, et quoique son visage n'en eût rien dit, plaint ce malheureux jeune homme, à qui la captivité était si dure. Il transmit la demande du numéro 34 au gouverneur. Mais celui-ci, prudent comme s'il eût été un homme politique, se figura que Dantès voulait ameuter les prisonniers, tramer quelque complot, s'aider d'un ami dans quelque tentation d'évasion, et il refusa. Dantès avait épuisé le cercle des ressources humaines. Comme nous avons dit que cela devait arriver, il se tourna alors vers Dieu. Toutes les idées pieuses éparses dans le monde et que glanent les malheureux courbés par la destinée vinrent alors rafraîchir son esprit. Il se rappela les prières que lui avait apprises sa mère et leur trouva un sens jadis ignoré de lui, car, pour l'homme heureux, la prière demeure un assemblage monotone et vide de sens, jusqu'au jour où la douleur vient expliquer à l'infortuné ce langage sublime à l'aide duquel il parle à Dieu. Il pria donc, non pas avec ferveur, mais avec rage. En priant tout haut, il ne s'effrayait plus de ses paroles. Alors il tombait dans des espèces d'extase. Il voyait Dieu éclatant à chaque mot qu'il prononçait. Toutes les actions de sa vie humble et perdue, il les rapportait à la volonté de ce Dieu puissant, s'en faisait des leçons, se proposait des tâches à accomplir, et, à la fin de chaque prière, glissait le vœu intéressé que les hommes trouvent bien plus souvent moyen d'adresser aux hommes qu'à Dieu. Et pardonnez-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Malgré ces prières ferventes, Dantès demeura prisonnier. Alors son esprit devint sombre, un nuage s'épaissit devant ses yeux. Dantès était un homme simple et sans éducation. Le passé était resté pour lui couvert de ce voile sombre que soulève la science. Il ne pouvait, dans la solitude de son cachot et dans le désert de sa pensée, reconstruire les âges révolus, ranimer les peuples éteints, rebâtir les villes antiques, que l'imagination grandit et poétise, et qui passent devant les yeux gigantesques et éclairés par le feu du ciel, comme les tableaux babyloniens de Martine. Lui n'avait que son passé si court, son présent si sombre, son avenir si douteux. 19 ans de lumière à méditer, peut-être, dans une éternelle nuit. Aucune distraction ne pouvait donc lui venir en aide. Son esprit énergique, et qui n'eût pas mieux aimé que de prendre son vol à travers les âges, était forcé de rester prisonnier comme un aigle dans une cage. Il se cramponnait alors à une idée, à celle de son bonheur détruit, sans cause apparente et par une fatalité inouïe. Il s'acharnait sur cette idée, la tournant, la retournant sur toutes les faces, et la dévorant pour ainsi dire à belles dents, comme dans l'enfer de Dante, l'impitoyable Ugolin dévore le crâne de l'archevêque Roger. Dantès n'avait eu qu'une foi passagère,
basée sur la puissance. Il la perdit comme d'autres la perdent après le succès. Seulement, il n'avait pas profité. La rage succéda à l'ascétisme. Edmond lançait des blasphèmes qui faisaient reculer d'horreur le geôlier. Il brisait son corps contre les murs de sa prison. Il s'en prenait avec fureur à tout ce qui l'entourait, et surtout à lui-même. De la moindre contrariété que lui faisait éprouver un grain de sable, un fétu de paille, un souffle d'air. Alors, cette lettre dénonciatrice qu'il avait vue, que lui avait montrée Villefort, qu'il avait touchée, lui revenait à l'esprit. Chaque ligne flamboyait sur la muraille comme le mane, Thésel, Pharès de Balthazar. Il se disait que c'était la haine des hommes et non la vengeance de Dieu qui l'avait plongé dans l'abîme où il était. Il vouait ces hommes inconnus à tous les supplices dont son ardente imagination lui fournissait l'idée, et il trouvait encore que les plus terribles étaient trop doux et surtout trop courts pour eux, car après le supplice venait la mort, et dans la mort était, sinon le repos, du moins l'insensibilité qui lui ressemble. À force de se dire à lui-même, à propos de ses ennemis, que le calme était la mort, et qu'à celui qui veut punir cruellement, il faut d'autres moyens que la mort, il tomba dans l'immobilité morne des idées de suicide. Malheur à celui qui, sur la pente du malheur, s'arrête à ces sombres idées. C'est une de ces mers mortes qui s'étendent comme l'azur des flots purs, mais dans lesquels le nageur sent de plus en plus s'engluer ses pieds dans une vase bitumineuse qui l'attire à elle, l'aspire, l'engloutit. Une fois pris ainsi, si le secours divin ne vient point à son aide, tout est fini, et chaque effort qu'il tente l'enfonce plus avant dans la mort. Cependant, cet état d'agonie morale est moins terrible que la souffrance qui l'a précédé et que le châtiment qui le suivra peut-être. C'est une espèce de consolation vertigineuse qui vous montre le gouffre béant, mais au fond du gouffre le néant. Arrivé là, Edmond trouva quelque consolation dans cette idée. Toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, ce cortège de spectres qu'elle traînait à leur suite, parurent s'envoler dans ce coin de sa prison où l'ange de la mort pouvait poser son pied silencieux. Dantès regarda avec calme sa vie passée, avec terreur sa vie future, et choisit ce point milieu qui lui paraissait être un lieu d'asile. Quelquefois, se disait-il alors, dans mes courses lointaines, quand j'étais encore un homme, et quand cet homme, libre et puissant, jetait à d'autres hommes des commandements qui étaient exécutés, j'ai vu le ciel se couvrir, la mer frémir et gronder, l'orage naître dans un coin du ciel, et comme un aigle gigantesque battre les deux horizons de ses deux ailes. Alors je sentais que mon vaisseau n'était plus qu'un refuge impuissant, car mon vaisseau, léger comme une plume à la main d'un géant, tremblait et frissonnait lui-même. Bientôt, au bruit effroyable des lames, l'aspect des rochers tranchants m'annonçait la mort, et la mort m'épouvantait. Je faisais tous mes efforts pour y échapper, et je réunissais toutes les forces de l'homme et toute l'intelligence du marin pour lutter avec Dieu. C'est que j'étais heureux alors, c'est que revenir à la vie, c'était revenir au bonheur. C'est que cette mort, je ne l'avais pas appelée, je ne l'avais pas choisie. C'est que le sommeil, enfin, me paraissait dur sur ce lit d'algues et de cailloux. C'est que je m'indignais, moi qui me croyais une créature faite à l'image de Dieu, de servir, après ma mort, de pâture aux goélands et aux vautours. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. J'ai perdu tout ce qui pouvait me faire aimer la vie. Aujourd'hui, la mort me sourit comme une nourrice à l'enfant qu'elle va bercer. Mais aujourd'hui, je meurs à ma guise, et je m'endors là et brisé, comme je m'endormais après un de ces soirs de désespoir et de rage pendant lesquels j'avais compté 3000 tours dans ma chambre, c'est-à-dire 30 000 pas, c'est-à-dire à peu près 10 lieues. Dès que cette pensée eut germé dans l'esprit du jeune homme, il devint plus doux, plus souriant. Il s'arrangea mieux de son lit dur et de son pain noir, mangea moins,
ne dormit plus et trouva à peu près supportable ce reste d'existence qu'il était sûr de laisser là quand il voudrait, comme on laisse un vêtement usé. Il y avait 2 moyens de mourir. L'un était simple. Il s'agissait d'attacher son mouchoir à un barreau de la fenêtre et de se pendre. L'autre consistait à faire semblant de manger et à se laisser mourir de faim. Le premier répugna fort à Dantès. Il avait été élevé dans l'horreur des pirates, gens que l'on pend aux vergues des bâtiments. La pendaison était donc pour lui une espèce de supplice infamant qu'il ne voulait pas s'appliquer à lui-même. Il adopta donc le deuxième, et en commença l'exécution le jour même. Près de 4 années s'étaient écoulées dans les alternatives que nous avons racontées. À la fin de la deuxième, Dantès avait cessé de compter les jours et était retombé dans cette ignorance du temps dont autrefois l'avait tiré l'inspecteur. Dantès avait dit « Je veux mourir » et s'était choisi son genre de mort. Alors, il l'avait bien envisagé, et de peur de revenir sur sa décision, il s'était fait serment à lui-même de mourir ainsi. « Quand on me servira mon repas du matin et mon repas du soir, avait-il pensé, je jetterai les aliments par la fenêtre, et j'aurai l'air de les avoir mangés. » Il le fit comme il s'était promis de le faire. 2 fois le jour, par la petite ouverture grillée qui ne lui laissait apercevoir que le ciel, il jetait ses vivres, d'abord gaiement, puis avec réflexion, puis avec regret. Il lui fallut le souvenir du serment qu'il s'était fait pour avoir la force de poursuivre ce terrible dessein. Ces aliments, qui lui répugnaient autrefois, la faim, aux dents aiguës, les lui faisaient paraître appétissants à l'œil et exquis à l'odorat. Quelquefois, il tenait pendant 1 heure à sa main le plat qui le contenait, l'œil fixé sur ce morceau de viande pourrie ou sur ce poisson infect, et sur ce pain noir et moisi. C'étaient les derniers instincts de la vie qui luttaient encore en lui et qui de temps en temps terrassaient sa résolution. Alors son cachot ne lui paraissait plus aussi sombre, son état lui semblait moins désespéré. Il était jeune encore, il devait avoir 25 ou 26 ans, il lui restait 50 ans à vivre à peu près, c'est-à-dire 2 fois ce qu'il avait vécu. Pendant ce laps de temps immense, que d'événements pouvaient forcer les portes, renverser les murailles du château d'If et le rendre à la liberté. Alors, il approchait ses dents du repas que, tantale volontaire, il éloignait lui-même de sa bouche. Mais alors, le souvenir de son serment lui revenait à l'esprit, et cette généreuse nature avait trop peur de se mépriser soi-même pour manquer à son serment. Il usa donc, rigoureux et impitoyable, le peu d'existence qui lui restait, et un jour vint où il n'eut plus la force de se lever pour jeter par la lucarne le souper qu'on lui apportait. Le lendemain, il ne voyait plus, il entendait à peine. Le geôlier croyait à une maladie grave. Edmond espérait dans une mort prochaine. La journée s'écoula ainsi. Edmond sentait un vague engourdissement qui ne manquait pas d'un certain bien-être, le gagner. Les tiraillements nerveux de son estomac s'étaient assoupis, les ardeurs de sa soif s'étaient calmées. Lorsqu'il fermait les yeux, il voyait une foule de lueurs brillantes pareilles à ces feux follets qui courent la nuit sur les terrains fangeux. C'était le crépuscule de ce pays inconnu qu'on appelle la mort. Tout à coup, le soir, vers 9 heures, il entendit un bruit sourd à la paroi du mur contre lequel il était couché. Tant d'animaux immondes étaient venus faire leur bruit dans cette prison que, peu à peu, Edmond avait habitué son sommeil à ne pas se troubler de si peu de choses. Mais cette fois, soit que ses sens fussent exaltés par l'abstinence, soit que, réellement, le bruit fût plus fort que de coutume, soit que dans ce moment suprême, tout acquis de l'importance, Edmond souleva sa tête pour mieux entendre. C'était un grattement égal qui semblait accuser soit une griffe énorme, soit une dent puissante,
soit enfin la pression d'un instrument quelconque sur des pierres. Bien qu'affaibli, le cerveau du jeune homme fut frappé par cette idée banale constamment présente à l'esprit des prisonniers, la liberté. Ce bruit arrivait si juste au moment où tout bruit allait cesser pour lui, qu'il lui semblait que Dieu se montrait enfin pitoyable à ses souffrances et lui envoyait ce bruit pour l'avertir de s'arrêter au bord de la tombe où chancelait déjà son pied. Qui pouvait savoir si un de ses amis, un de ces êtres bien-aimés auxquels il avait songé si souvent qu'il y avait usé sa pensée, ne s'occupait pas de lui en ce moment et ne cherchait pas à rapprocher la distance qui les séparait? Mais non. Sans doute Edmond se trompait, et c'était un de ses rêves qui flotte à la porte de la mort. Cependant, Edmond écoutait toujours ce bruit. Ce bruit dura 3 heures à peu près. Puis Edmond entendit une sorte de croulement, après quoi le bruit cessa. Quelques heures après, il reprit plus fort et plus rapproché. Déjà Edmond s'intéressait à ce travail qui lui faisait société. Tout à coup, le geôlier entra. Depuis 8 jours à peu près qu'il avait résolu de mourir, 4 jours qu'il avait commencé de mettre ce projet à exécution, Edmond n'avait point adressé la parole à cet homme, ne lui répondant pas quand il lui avait parlé pour lui demander de quelle maladie il croyait être atteint, et se retournant du côté du mur quand il en était regardé trop attentivement. Mais aujourd'hui, le geôlier pouvait entendre ce bruissement sourd, s'en alarmer, y mettre fin, et déranger ainsi peut-être ce je ne sais quoi d'espérance, dont l'idée seule charmait les derniers moments de Dantès. Le geôlier apportait à déjeuner. Dantès se souleva sur son lit et, enflant sa voix, se mit à parler sur tous les sujets possibles, sur la mauvaise qualité des vivres qu'il apportait, sur le froid dont on souffrait dans ce cachot, murmurant et grondant pour avoir le droit de crier plus fort. Et lassant la patience du geôlier, qui justement ce jour-là avait sollicité pour le prisonnier malade un bouillon et du pain frais, et qui lui apportait ce bouillon et ce pain. Heureusement, il crut que Dantès avait le délire. Il posa les vivres sur la mauvaise table boiteuse sur laquelle il avait l'habitude de les poser, et se retira. Libre, alors, Edmond se remit à écouter avec joie. Le bruit devenait si distinct que, maintenant, le jeune homme l'entendait sans effort. Plus de doute, se dit-il à lui-même, puisque ce bruit continue, malgré le jour, c'est quelque malheureux prisonnier comme moi qui travaille à sa délivrance. Oh, si j'étais près de lui, comme je l'aiderais. Puis, tout à coup, un nuage sombre passa sur cette aurore d'espérance, dans ce cerveau habitué au malheur et qui ne pouvait se reprendre que difficilement aux joies humaines. Cette idée surgit aussitôt que ce bruit avait pour cause le travail de quelques ouvriers que le gouverneur employait aux réparations d'une chambre voisine. Il était facile de s'en assurer, mais comment risquer une question? Certes, il était tout simple d'attendre l'arrivée du geôlier, de lui faire écouter ce bruit et de voir la mine qu'il ferait en l'écoutant, mais se donner une pareille satisfaction, n'était-ce pas trahir des intérêts bien précieux pour une satisfaction bien courte? Malheureusement, la tête d'Edmond, cloche vide, était assourdie par le bourdonnement d'une idée. Il était si faible que son esprit flottait comme une vapeur et ne pouvait se condenser autour d'une pensée. Edmond ne vit qu'un moyen de rendre la netteté à sa réflexion et la lucidité à son jugement. Il tourna les yeux vers le bouillon fumant encore que le geôlier venait de déposer sur la table, se leva, alla en chancelant jusqu'à lui, prit la tasse, la porta à ses lèvres et avala le breuvage qu'elle contenait avec une indicible sensation de bien-être. Alors il eut le courage d'en rester là. Il avait entendu dire que de malheureux naufragés recueillis, exténués par la faim, étaient morts pour avoir gloutonnement dévoré une nourriture trop substantielle. Edmond posa sur la table le pain qu'il tenait déjà presque à portée de sa bouche et alla se recoucher.
Edmond ne voulait plus mourir. Bientôt il sentit que le jour rentrait dans son cerveau. Toutes ses idées, vagues et presque insaisissables, reprenaient leur place dans cet échiquier merveilleux, où une case de plus peut-être suffit pour établir la supériorité de l'homme sur les animaux. Il put penser et fortifier sa pensée avec le raisonnement. Alors il se dit « Il faut tenter l'épreuve, mais sans compromettre personne. Si le travailleur est un ouvrier ordinaire, je n'ai qu'à frapper contre mon mur. Aussitôt, il cessera sa besogne pour tâcher de deviner quel est celui qui frappe et dans quel but il frappe. Mais comme son travail sera non seulement licite, mais encore commandé, il reprendra bientôt son travail. Si au contraire c'est un prisonnier, le bruit que je ferai l'effrayera. Il craindra d'être découvert. Il cessera son travail et ne le reprendra que ce soir, quand il croira tout le monde couché et endormi. » Aussitôt, Edmond se leva de nouveau. Cette fois, ses jambes ne vacillaient plus et ses yeux étaient sans éblouissement. Il alla vers un angle de sa prison, détacha une pierre minée par l'humidité et revint frapper le mur à l'endroit même où le retentissement était le plus sensible. Il frappa 3 coups. Dès le premier, le bruit avait cessé, comme par enchantement. Edmond écouta de toute son âme. 1 heure s'écoula, 2 heures s'écoulèrent. Aucun bruit nouveau ne se fit entendre. Edmond avait fait naître de l'autre côté de la muraille un silence absolu. Plein d'espoir, Edmond mangea quelques bouchées de son pain, avala quelques gorgées d'eau et, grâce à la constitution puissante dont la nature l'avait doué, se retrouva à peu près comme auparavant. La journée s'écoula, le silence durait toujours. La nuit vint sans que le bruit eût recommencé. « C'est un prisonnier », se dit Edmond avec une indicible joie. Dès lors, sa tête s'embrasa. La vie lui redevint violente à force d'être active. La nuit se passa sans que le moindre bruit se fît entendre. Edmond ne ferma pas les yeux de cette nuit. Le jour revint, le geôlier rentra apportant les provisions. Edmond avait déjà dévoré les anciennes. Il dévora les nouvelles, écoutant sans cesse ce bruit qui ne revenait pas, tremblant qu'il eût cessé pour toujours, faisant 10 ou 12 lieues dans son cachot, ébranlant pendant des heures entières les barreaux de fer de son soupirail, rendant l'élasticité et la vigueur à ses membres par un exercice désappris depuis longtemps, se disposant enfin à reprendre corps à corps sa destinée à venir, comme fait, en étendant ses bras et en frottant son corps d'huile, le lutteur qui va entrer dans l'arène. Puis, dans les intervalles de cette activité fiévreuse, il écoutait si le bruit ne revenait pas, s'impatientant de la prudence de ce prisonnier, qui ne devinait point qu'il avait été distrait dans son œuvre de liberté par un autre prisonnier, qui avait au moins aussi grande hâte d'être libre que lui. 3 jours s'écoulèrent. 72 mortelles heures comptées minute par minute. Enfin, un soir, comme le geôlier venait de faire sa dernière visite, comme pour la 100e fois Dantès collait son oreille à la muraille, il lui sembla qu'un ébranlement imperceptible répondait sourdement dans sa tête, mis en rapport avec les pierres silencieuses. Dantès se recula pour bien rasseoir son cerveau ébranlé, fit quelques tours dans la chambre et replaça son oreille au même endroit. Il n'y avait plus de doute, il se faisait quelque chose de l'autre côté. Le prisonnier avait reconnu le danger de sa manœuvre et en avait adopté quelque autre, et, sans doute pour continuer son œuvre avec plus de sécurité, il avait substitué le levier au ciseau. Enhardi par cette découverte, Edmond résolut de venir en aide à l'infatigable travailleur. Il commença par déplacer son lit, derrière lequel il lui semblait que l'œuvre de délivrance s'accomplissait, et chercha des yeux un objet avec lequel il pût entamer la muraille, faire tomber le ciment humide, desceller une pierre enfin.
Rien ne se présenta à sa vue. Il n'avait ni couteau, ni instrument tranchant. Du fer à ses barreaux seulement. Et il s'était assuré si souvent que ces barreaux étaient bien scellés que ce n'était plus même la peine d'essayer à les ébranler. Pour tout ameublement, un lit, une chaise, une table, un seau, une cruche. À ce lit, il y avait bien des tenons de fer, mais ces tenons étaient scellés au bois par des vis. Il eût fallu un tournevis pour tirer ces vis et arracher ces tenons. À la table et à la chaise, rien. Au seau, il y avait eu autrefois une anse, mais cette anse avait été enlevée. Il n'y avait plus, pour Dantès, qu'une ressource, c'était de briser sa cruche et, avec un des morceaux de grès taillés en angle, de se mettre à la besogne. Il laissa tomber la cruche sur un pavé, et la cruche vola en éclats. Dantès choisit 2 ou 3 éclats aigus, les cacha dans sa paillasse, et laissa les autres épars sur la terre. La rupture de sa cruche était un accident trop naturel pour que l'on s'en inquiétât. Edmond avait toute la nuit pour travailler, mais dans l'obscurité, la besogne allait mal, car il lui fallait travailler à tâtons, et il sentit bientôt qu'il émoussait l'instrument informe contre un grès plus dur. Il repoussa donc son lit et attendit le jour. Avec l'espoir, la patience lui était revenue. Toute la nuit, il écouta et entendit le mineur inconnu qui continuait son œuvre souterraine. Le jour vint, le geôlier entra. Dantès lui dit qu'en buvant la veille à même la cruche, elle avait échappé à sa main et s'était brisée en tombant. Le geôlier alla en grommelant chercher une cruche neuve, sans même prendre la peine d'emporter les morceaux de la veille. Il revint un instant après, recommanda plus d'adresse au prisonnier et sortit. Dantès écouta avec une joie indicible le grincement de la serrure qui, chaque fois qu'elle se refermait jadis, lui serrait le cœur. Il écouta s'éloigner le bruit des pas, puis, quand ce bruit se fut éteint, il bondit vers sa couchette, qu'il déplaça, et, à la lueur du faible rayon de jour qui pénétrait dans son cachot, put voir la besogne inutile qu'il avait faite la nuit précédente, en s'adressant au corps de la pierre au lieu de s'adresser au plâtre qui entourait ses extrémités. L'humidité avait rendu ce plâtre friable. Dantès vit, avec un battement de cœur joyeux, que ce plâtre se détachait par fragments. Ces fragments étaient presque des atomes, c'est vrai, mais au bout d'une demi-heure, cependant, Dantès en avait détaché une poignée à peu près. Un mathématicien eût pu calculer qu'avec 2 années à peu près de ce travail, en supposant qu'on ne rencontrât point le roc, on pouvait se creuser un passage de 2 pieds carrés et de 20 pieds de profondeur. Le prisonnier se reprocha alors de ne pas avoir employé à ce travail ces longues heures successivement écoulées, toujours plus lentes, et qu'il avait perdues dans l'espérance, dans la prière et dans le désespoir. Depuis 6 ans, à peu près, qu'il était enfermé dans ce cachot, quel travail, si lent qu'il fût, n'eût-il pas achevé? Et cette idée lui donna une nouvelle ardeur. En 3 jours, il parvint, avec des précautions inouïes, à enlever tout le ciment et à mettre à nu la pierre. La muraille était faite de moellons au milieu desquels, pour ajouter à la solidité, avait pris place de temps en temps une pierre de taille. C'était une de ces pierres de taille qu'il avait presque déchaussées et qu'il s'agissait maintenant d'ébranler dans son alvéole. Dantès essaya avec ses ongles, mais ses ongles étaient insuffisants pour cela. Les morceaux de la cruche, introduits dans les intervalles, se brisaient lorsque Dantès voulait s'en servir en manière de levier. Après 1 heure de tentatives inutiles, Dantès se releva, la sueur et l'angoisse sur le front. Allait-il donc être arrêté ainsi dès le début? Et lui faudrait-il attendre, inerte et inutile, que son voisin, qui de son côté se lasserait peut-être, eût tout fait? Alors, une idée lui passa par l'esprit. Il demeura debout et souriant, son front humide de sueur se sécha tout seul.
Le geôlier apportait tous les jours la soupe de Dantès dans une casserole de fer-blanc. Cette casserole contenait sa soupe et celle d'un second prisonnier, car Dantès avait remarqué que cette casserole était ou entièrement pleine ou à moitié vide, selon que le porte-clés commençait la distribution des vivres par lui ou par son compagnon. Cette casserole avait un manche de fer. C'était ce manche de fer qu'ambitionnait Dantès et qu'il eût payé si on les lui avait demandés en échange de 10 années de sa vie. Le geôlier versa le contenu de cette casserole dans l'assiette de Dantès. Après avoir mangé sa soupe avec une cuillère de bois, Dantès lavait cette assiette qui servait ainsi chaque jour. Le soir, Dantès posa son assiette à terre à mi-chemin de la porte à la table. Le geôlier, en entrant, mit le pied sur l'assiette et la brisa en 1000 morceaux. Cette fois, il n'y avait rien à dire contre Dantès. Il avait eu le tort de laisser son assiette à terre, c'est vrai, mais le geôlier avait eu celui de ne pas regarder à ses pieds. Le geôlier se contenta donc de grommeler. Puis il regarda autour de lui, dans quoi il pouvait verser la soupe. Le mobilier de Dantès se bornait à cette seule assiette. Il n'y avait pas de choix. « Laissez la casserole, dit Dantès. Vous la reprendrez en m'apportant demain mon déjeuner. » Ce conseil flattait la paresse du geôlier, qui n'avait pas besoin ainsi de remonter, de redescendre et de remonter encore. Il laissa la casserole. Dantès frémit de joie. Cette fois, il mangea vivement la soupe et la viande que, selon l'habitude des prisons, on mettait avec la soupe. Puis, après avoir attendu 1 heure, pour être certain que le geôlier ne se raviserait point, il dérangea son lit, prit sa casserole, introduisit le bout du manche entre la pierre de taille dénuée de son ciment et les moellons voisins, et commença de faire le levier. Une légère oscillation prouva à Dantès que la besogne venait à bien. En effet, au bout d'1 heure, la pierre était tirée du mur, où elle faisait une excavation de plus d'1,5 pied de diamètre. Dantès ramassa avec soin tout le plâtre, le porta dans les angles de sa prison, gratta la terre grisâtre avec un des fragments de sa cruche et recouvrit le plâtre de terre. Puis, voulant mettre à profit cette nuit où le hasard, ou plutôt la savante combinaison qu'il avait imaginée, avait remis entre ses mains un instrument si précieux, il continua de creuser avec acharnement.